sur la chaîne L'Équipe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne L'Équipe en direct pour vivre cette deuxième étape de ce que vous avez déjà suivi hier, une expérience assez exceptionnelle, un peu perturbante pour tout le monde c'est vrai, mais finalement c'est le rendez-vous des coureurs cyclistes professionnels actuellement, c'est leur moyen de se retrouver, c'est aussi notre moyen de vous retrouver. Vous, ces coureurs, vous allez les retrouver à nouveau dans quelques instants avec une start list en or, vous savez elle va changer tous les jours, mais avant de parler de la start list en or, parlons de mon consultant en or également, il faut le brosser un peu dans le sens du poil. Bonjour Christophe Riblon. Bonjour Claire, bonjour à tous, merci beaucoup. Vous avez bien dormi, récupéré de... Ouais, tout va bien là, ça va. J'ai bien récupéré de ma séance d'hier. Séance, attention, vous nous titillez depuis le début, vous allez finir sur le home trainer sur ce plateau, Christophe, croyez-moi. Alors, start list en or. Je vous donne 3 noms et puis je laisserai Christophe vous expliquer ensuite ce qui va se passer. Le premier, c'est le champion du monde, tout simplement Mats Pedersen, qui sera là tout à l'heure. Il y aura le champion olympique, également Greg Van Avermaet dans la même liste. Et puis Benjamin Thomas, le champion de France de contre-la-montre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y aura plusieurs catégories de coureurs importantes à suivre aujourd'hui. Les images de ce qui s'est passé hier, Christophe, je vous donne la parole dans un instant, juste pour que vous puissiez encore pouvoir suivre avec nous exactement ce que vous allez voir tout à l'heure dans quelques instants. On vous rappelle que cette course se passe en live, c'est-à-dire que les coureurs sont en direct, sur leur home trainer au moment où vous voyez leur avatar concourir. Vous aurez le parcours, le profil qui est en bas, les coureurs qui sont sur le côté avec un coureur désigné. Par exemple, là, c'est James Whelan qui est entouré. Donc, c'est lui que vous suivez. Vous voyez que devant lui, il n'y avait que Rohan Dennis. Et tout en dessous, les coureurs qui sont proches de lui. Nearby, ça veut dire ça, ça veut dire dans les environs. Vous avez encore, par exemple, le profil de l'Ascension juste au-dessus. Et donc, le coureur qui est en tête actuellement, c'est Rohan Dennis qu'on était en train de suivre. Rohan Dennis qui s'est imposé hier, le champion du monde de contre-la-montre, s'est imposé. Aujourd'hui, il y a 3 types de coureurs, Christophe, qu'il va falloir suivre. Les rouleurs, les sprinteurs et ces grands champions que j'ai cités tout à l'heure, donc ceux qui auront forcément la pancarte au départ. Bien sûr. Aujourd'hui, on est sur un profil complètement différent. Aujourd'hui, c'est tout plat. C'est plus long qu'hier. Il y a 46 km à effectuer. Et les coureurs auront 4 tours de 11 km 500 à faire. Donc, je le disais, sur un parcours tout plat, donc ça va être intéressant de voir aujourd'hui, contrairement à hier, où on a vu rapidement que des différences arrivaient à se faire. Ça va être intéressant de regarder aujourd'hui si sur ces parcours plats, complètement plats aujourd'hui, si les coureurs vont pouvoir faire la différence aussi facilement, s'il va peut-être y avoir des stratégies à partir à plusieurs, ou si une équipe a envie de créer, pourquoi pas, une arrivée groupé, je dirais peut-être pas groupé, mais au moins à 3, 4 ou 5 coureurs, voilà, une petite arrivée au sprint. À voir. Ça y est, vous commencez déjà à nous causer une source d'angoisse à 1 heure de l'arrivée, Christophe. Bon, regardez, en tout cas, ça c'est le classement d'hier. Rohan Dennis qui a devancé Nicolas Roche, notamment le coureur irlandais, bien sûr, parfaitement francophone, vous le savez. On va partir de Frauenfeld et on va arriver à Frauenfeld aujourd'hui, 46 km en tout sur cette deuxième étape et un parcours complètement différent de celui d'hier. C'est un parcours urbain, Christophe, sans grande difficulté. Non, je le disais, sans aucune difficulté. Après, on a vu que c'est un parcours assez technique. Après, la particularité de ce type de plateforme, c'est que les coureurs n'ont pas à gérer les virages, les freinages et les relances. Ils ont juste à garder leur effort le plus constant possible et leur avatar prendra les virages à la vitesse à laquelle ils roulent. Donc ça, pour eux, c'est pas un souci à ce niveau-là. Ça changera pas grand-chose. Ce qui va notamment changer par rapport à hier, c'est comme le parcours est plat, les coureurs auront la même résistance pendant toute l'étape sur l'home trainer, contrairement à hier où ils avaient des parties en montée, en descente et où la résistance sur l'home trainer est plus ou moins forte suivant la pente, en fait, le dénivelé proposé. Donc aujourd'hui, ils auront la même résistance tout au long de ces 46 km. Une nouvelle start list complète avec de nouveaux coureurs. Vous voyez de très bons rouleurs, bien sûr, Goujard, Dillier qui sont là. On a des sprinters comme Sam Bennett, comme Bauhaus, comme Chimolai, comme Walscheid. On aura d'autres rouleurs qu'on va voir s'afficher au fur et à mesure. On a Stefan Kung, bien sûr, qu'on ne peut pas oublier. On va d'abord écouter Morkov. Bien sûr, c'est d'abord une performance physique. Mais ça va être la différence entre les courses. Et voilà, tout ce qu'on peut retrouver avec les positions, être une intelligence de course. Having any experience with competing in a virtual race, I expect this more about how much power you can push in a certain distance. Ouais, j'attends de voir, et bien sûr parce que c'est une question de puissance qu'on peut mettre en fait sur une distance.
et de voir à quel point on peut être fort. C'est pour ça qu'on a vu notamment Juan Dennis bien sûr s'imposer hier, c'était en montée, il fallait être bon grimpeur hier en plus. Aujourd'hui ça peut être un peu différent. Moi ce qui m'interpelle quand même, c'est qu'aujourd'hui on a quand même pas mal de sprinteurs au départ finalement. Ils sont pas là pour rien, ils sont là bien sûr pour faire leur séance, pour voir où ils en sont, pour se mesurer aux autres, pour retrouver l'esprit de compétition. Mais quand on est sprinter et compétiteur, Christophe, on a peut-être envie quand même d'aller faire quelque chose. Ils sont bons contre la montre, souvent en prologue on contre la montre court. 46 km c'est pas court. 46 km non, ça fait loin, on va être proche de 1 heure d'effort, donc on est déjà très loin de ce qui peut se faire sur un prologue. Écoutons le champion du monde. On sait que c'est difficile. Il faut penser autrement, de rester motivé. En fait, on se supporte tous dans l'équipe. On sera prêt bien sûr quand les courses reprendront et là on est prêt déjà à rouler de la maison. On aperçoit encore l'équipe de Suisse, bien sûr, avec Michael Scher, qu'on voyait bien hier déjà en position. Je crois que c'est Albazini aujourd'hui qui sera présent dans les studios de la télé suisse, qu'on pourra voir également. Albazini qui n'a manqué aucun Tour de Suisse depuis 2010, puisqu'on rappelle que ce Digital Swiss 5 est d'abord inspiré, bien sûr, et organisé par le Tour de Suisse qui a d'ores et déjà été annulé, qui devait se tenir en juin. D'ailleurs, Christoph Frauenfeld devait être le départ de cette édition 2020 et ça va rappeler quelques petits souvenirs à quelqu'un qui s'appelle Stefan Kung, qui est dans une équipe française, la Groupama FDJ, puisqu'en 2018, il avait endossé le maillot jaune à l'issue de la première étape contre la montre par équipe avec BMC. Ça s'était passé bien sûr à Frauenfeld. Il l'avait gardé 4 jours, donc forcément... Est-ce que ça compte autant que s'il était vraiment... Je voyais tellement votre regard, je me suis dit, il faut que je pose... Arrête de parler, Claire. Pose la question à Christophe. Demande-lui. Non, je suis pas sûr que ça ait une incidence. Très honnêtement, non. Je pense même que ça n'en aura aucune. pour être assez franc. Non. Après, voilà, on va juste parler du parcours du jour. C'est un parcours qui lui correspond complètement. Donc voilà, c'est un parcours tout plat. Je le disais. Allez, go. Pour l'instant, personne ne reste sur la ligne. On pense... si. Lorenzo Manzin, notamment, je crois. Parce que, oh là là, il y a déjà des coureurs qu'on est en train de doubler. Christophe, c'est terrible. C'est vraiment hallucinant, cette vue. Alors, on vous rappelle, bien sûr, si vous êtes avec nous pour la première fois, vous êtes en train de suivre une course digitale avec des coureurs qui sont sur leur home trainer à la maison et qui tournent tous d'un coup, sans donner un coup d'épaule, d'ailleurs. C'est assez fort, quand même. Ça frotte pas mal, là. Ça frottait pas mal, là, au départ. Pendant une heure. Et depuis tout à l'heure, on a vu Greg Van Avermaet, c'est lui qu'on suit depuis le départ, qui avait pris un mauvais départ et qui est venu se repositionner là en 8e position, alors que c'est Michael Albazini qu'on voit dans l'image en bas à droite. Voilà, ça y est, son nom est en train de s'afficher. Albazini qui a une histoire vraiment particulière avec le Tour de Suisse. Déjà, il est suisse, bien sûr. Ensuite, il a l'expérience, puisque bien sûr, c'est un coureur proche de la retraite. Tellement proche de la retraite qu'il devait normalement initialement s'arrêter à l'issue du Tour de Suisse 2020. Pour l'instant, cette décision est suspendue. En tout cas, bien sûr, est-ce qu'il va prolonger encore quelques semaines jusqu'à, les premières compétitions, jusqu'au Tour de France? Est-ce que le contrat avec la Mitchelton Scott va vraiment fonctionner dans ce sens-là? Voilà, plein d'interrogations du côté de ce coureur, et on peut être sûr qu'il est ultra motivé aujourd'hui. Il faut le mettre parmi les favoris s'il a formé. C'est sûr que c'est un coureur à surveiller, même si pour l'instant on voit qu'il est que 28e, donc il est plutôt en dedans. Je me rappelle, il y a 3 coureurs par équipe, 19 équipes, ça fait 57 coureurs, si je compte bien. C'est ça. Donc pour l'instant, il est milieu de paquet. Il est au chaud. Il est au chaud. Et surtout, il y a des voitures toujours qui traversent. Ne soyez pas trop inquiets, je ne sais pas, bien sûr que... elle est... Là, ouais. Là, elle en a... bref. Enfin, c'est assez perturbant tout ça, mais en tout cas, on essaie de s'amuser. Tiens, regardez qui est en tête. Alors oui, bien sûr, du côté de la réalisation suisse, on s'attarde sur Stefan Kung, mais ce qui nous intéresse, c'est nous de voir que finalement, devant Kung, il y a Greg Van Avermaet, le champion olympique, mais il y a surtout... Mais il est là. Ah non, c'est lui qu'on vient de voir passer, Benjamin Thomas. Il est là. Un équipier de Stefan Kung. Surtout champion de France de la discipline du contre-la-montre, Christophe. On va rappeler pour les personnes qui n'étaient pas là hier à quel point, bien sûr, ses compétences peuvent compter. Ouais, bien sûr, sur un parcours plat aujourd'hui, sur un effort de un petit peu moins d'1 heure. Attention, là, céder le passage, ça m'a fait un peu peur. Sur un parcours plat comme ça, c'est clair que ça correspond complètement aux qualités de Benjamin Thomas. On le sait maintenant, c'est un excellent routier. Un excellent coureur de contre-la-montre, bien sûr un excellent coureur sur piste aussi. Donc cet effort solitaire, cet effort individuel, il a l'habitude de bien le gérer, et voilà, c'est vraiment un effort qu'il apprécie, et c'est ce qu'il est en train de nous montrer à l'heure actuelle, en ayant pour l'instant pris un très bon départ
un petit peu plus rapide que la moyenne de tous les autres coureurs. Ouais, il y a surtout un joli petit peloton là qui est en train de... Est-ce qu'on peut dire un peloton à 3? Non, un petit groupe de 3 qui est en train de se détacher. C'est une petite échappée. Petite échappée. Avec 2 coureurs de la Groupama FDJ quand même. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une stratégie d'équipe? De mon point de vue, non, puisque la particularité de cette plateforme, c'est qu'on n'a pas d'abri, on n'a pas de phénomène d'aspiration quand on est dans la roue d'un coureur. Donc on peut estimer que chaque coureur fait son effort individuellement et que ça n'a aucune influence sur son effort, le fait d'être dans la roue d'un autre coureur ou pas. Donc non, je pense que là, ils se retrouvent à 3 devant, tout simplement parce qu'ils ont choisi, ces 3 coureurs, de partir un peu plus vite que les autres. Maintenant, on va voir s'ils arrivent à maintenir leur effort comme ça tout au long de ces 46 km. Mais non, malheureusement, comme ce phénomène d'aspiration n'existe pas, du coup, ça permet pas aux coureurs de pouvoir s'abriter ou pouvoir prendre des relais ou pouvoir se servir avoir une vraie stratégie d'équipe. En tout cas, on est en train de voir qu'il y a un groupe qui s'est détaché avec Matthews également qui est là. C'est vraiment un groupe de costauds. Hein. En tout cas, attention à Filippo Ganna également, un spécialiste de la piste, spécialiste de l'effort solitaire qui est en train de remonter, accompagné de Mitchell Docker, dont on n'admirera pas la moustache aujourd'hui, à moins que, mais en tout cas, sur l'avatar, ça va être compliqué. Et derrière, un autre groupe avec Rémi Cavagna. Alors, quand on parle de rouleur, bien sûr, il est compliqué de ne pas citer Rémi Cavagna en plus. En tout cas, on voit bien que ce sont les costauds pour l'instant qui sont en train de sortir. Nico Dens aussi, Christophe derrière, l'ancien pensionnaire de l'équipe AG2R, la mondiale. Voilà pour les positions. On vous rappelle donc que c'est ce profil. Alors, si vous avez bien écouté tout à l'heure Christophe Riblon, vous êtes en train de vous dire, mais il nous a complètement menti. En fait, il nous a amené en bateau. Il disait un truc tout plat. Voilà, en fait, il ne va y avoir aucune difficulté aujourd'hui. Et si on regarde ce profil, on se dit l'inverse. Mais Christophe, je pense qu'il est un peu faussé, hein, le graphique d'en bas. Hein. C'est un peu comme quand on regarde les profils, par exemple, avant une étape de course par étape. J'allais en citer quelques-unes, mais je vais me taire. Et on se dit, ça va être difficile aujourd'hui. Et en fait, non, pas du tout. Bah oui, ça ressemble à ça, mais c'est aussi parce qu'on joue avec le dénivelé. Reste quand même que finalement ces petites portions changent un petit peu de choses, peut-être pas sur le trainer, mais en tout cas sur la route. Oui, c'est ça. De toute façon, juste pour résumer, hier on avait 1200 mètres de dénivelé positif, aujourd'hui on a 180 mètres. Ouais. Donc effectivement, c'est quasiment tout plat. Alors après, voilà, l'échelle est tellement grande sur le graphique d'en bas que le moindre faux plat, on a l'impression que c'est une bosse, mais non, on voit bien depuis tout à l'heure que les coureurs sont à des vitesses quand même relativement élevées. Et pour l'instant, il n'y a quasiment aucun changement de rythme pour tous ces coureurs. Et ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, on a bien vu dans ce rond-point notamment que les coureurs n'ont pas du tout besoin de freiner et de relancer. Ils continuent de pédaler à la même vitesse. Ils ne s'occupent pas du tout de savoir s'il va y avoir un virage. C'est le logiciel et l'application qui gère les virages du mieux qu'elle peut. Parce qu'on a vu quand même qu'il y avait quelques bugs quand les coureurs arrivaient rapidement dans un rond-point ou dans un virage, ils disparaissent pour réapparaître à la sortie. Oui, il y a un petit peu de difficulté, en tout cas de questionnement. Alors peut-être pas en termes d'équité, mais quand même en termes de régularité finalement. Oui, tous les coureurs sont chez eux avec leur propre home trainer. Donc c'est que des home trainers connectés donc à cette plateforme. Après on suppose qu'il y a quand même des soucis. On a notamment vu, alors on va voir peut-être que sur l'étape d'aujourd'hui, ça a peut-être été amélioré. Sur l'étape d'hier, a priori, il y a quand même des soucis de calibrage entre tous ces entraîneurs qui peuvent être de marques différentes. Et on a bien vu qu'hier, il y avait quand même des écarts énormes entre les coureurs. Je pense notamment à un coureur que j'ai eu par message, Nance Peters, qui finit à plus de 9 minutes de Rohan Dennis sur un effort de 50 minutes. Même si, bien sûr, Rohan Dennis est certainement meilleur que Nance sur un effort comme ça de contre-la-montre d'un peu moins d'une heure, mais quand même avoir un écart de 9 minutes entre eux, d'autant plus que j'ai eu Nance par message et il m'a dit qu'il avait fait son record sur une heure au niveau de sa puissance. Donc ça veut vraiment dire que Nance a fait une très belle performance hier pour lui personnellement. C'est sa meilleure performance sur une heure. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a quand même un souci de calibrage. Donc on va voir et on va espérer qu'au fur et à mesure des étapes, tous ces petits soucis là, de calibrage et de différence entre tous ces entraîneurs soient un petit peu gommés pour qu'on ait vraiment une vraie équité sportive, si on peut parler de vrai sport actuellement.
de e-sport. Voilà, c'est comme ça qu'on va l'appeler. En tout cas, il n'y avait pas de surprise quant à la victoire de Juan Dennis, qui était clairement parmi les favoris hier, champion du monde, encore une fois, je vous le répète au moins 10 fois, mais double champion du monde même de contre-la-montre finalement. Je suis perturbée par ce qui se passe sur le côté, je me dis toujours, faut pas traverser à ce moment-là, on se moque, allez-y si vous voulez, c'est le moment ou jamais. On n'est pas trop surpris en tout cas par la physionomie pour l'instant de cette course et des coureurs qui sont en tête. Stefan Kung est devant et Michael Matthews derrière. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Greg Van Avermaet, pourtant on le voit bien pédaler, mais on a vu faire un petit écart sur sa route, virtuellement bien sûr, parce que vous le voyez toujours sur le home trainer actuellement. Tiens, on va s'arrêter pour montrer un petit peu qui sont ces coureurs que vous allez voir. Bien sûr Sylvain Dillier qui a terminé deuxième déjà d'un Paris-Roubaix, Greg Van Avermaet qui est le champion olympique. On a des sprinteurs de renom comme le champion d'Irlande Sam Bennett, on a Stefan Kung le rouleur, le champion du monde qui a mis 2 fois le maillot, tiens on le voit 2 fois, celui de Mats Pedersen. On a Edvald Boasson-Hagen, bien sûr le norvégien, on a Michael Matthews dont l'image est complètement figée à moins qu'il soit très équilibriste. Mike Tennyson qu'on a du mal à recevoir également, qui prend le temps de vous envoyer un petit texto, j'imagine. David Etchimolai, le sprinter qui n'a pas son casque, parce que finalement c'est ça aussi, c'est que là on les repère bien les coureurs, c'est un des cadeaux qu'on vous fait sur la chaîne L'équipe, vous les voyez pédaler comme à l'entraînement. Ça permet de les identifier vraiment, parce que c'est vrai que souvent avec le casque et les lunettes, on a un petit peu de mal à les reconnaître. Là on les voit différemment, ça permet vraiment visuellement d'identifier complètement le coureur. Et puis ces gros plans là, on n'avait pas ça hier, de mémoire, des gros plans comme ça, c'est encore plus intéressant. Ouais. Et on voit que l'effort est déjà intense pour Stefan Kung, on voit que déjà ça... il n'est pas trop dans la rigolade, il est dans la gestion de son effort, il est déjà bien impliqué dans cet exercice. Voilà, on voit Greg Van Avermaet qui a déjà ouvert le maillot, donc il a déjà très chaud. Ça c'est pour essayer d'intimider les concurrents, Christophe. Regardez, c'est le genre de coup d'œil qu'on peut donner en course quand on soulève un peu les lunettes. Alors on le voit, là c'est ça qu'on regrette parfois dans le cyclisme moderne, c'est qu'on n'arrive plus trop à capter à l'antenne avec les casques, les lunettes. Bien sûr, sécurité avant tout, ça c'est une logique, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on voit plus trop, nous en tout cas, avec la distance également de la caméra, c'est des choses pourtant qu'on arrive encore à capter entre coureurs, j'imagine. Ouais, entre coureurs, on arrive à capter ce genre d'attitude. Après, c'est vrai qu'à la télévision, c'est difficile à retranscrire, on n'arrive pas encore à être assez près des coureurs, et puis comme on le disait, avec le casque et les lunettes pour vraiment réussir à voir dans le regard ce que peut exprimer un athlète, c'est quand même compliqué de lire. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir. En plus, on suppose qu'ils ont la télévision et qu'ils voient qu'ils sont à l'antenne à ce moment-là. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont faire sûrement de faire une grimace ou un truc, mais en tout cas, je pense qu'ils ont conscience qu'ils sont filmés et qu'à un moment donné, ils sont en plein écran. Et qu'on est en train, nous, mais d'autres et certainement leurs adversaires aussi, en train d'analyser un petit peu, essayer de jauger l'intensité de l'effort dans lequel ils sont actuellement et si c'est possible encore de maintenir cet effort pendant longtemps. Il y en a même qui ont le son, parce que je sais qu'hier on nous écoutait, peut-être du côté des coureurs français également. On va demander à Rudy Mollard, qui n'est pas sur la course actuellement, mais qui doit être peut-être en train de nous regarder. Bonjour Rudy. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien, oui. Alors comment ça se passe pour vous déjà cette période? Pour l'instant, ça va encore. Ça m'a permis vraiment de me poser à la maison et de profiter un peu de cette période pour me reposer. Mais là, ça commence à être un peu long. J'ai hâte de reprendre et de sortir un peu. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Je sais que vous avez des talents de cuisinier, par exemple. Oui, voilà. Je me suis mis à faire une story quotidienne sur Instagram de mes plats. Donc non, ça m'occupe un peu. Ça m'occupe un peu la cuisine, j'essaie de varier un petit peu et puis non, on s'entretient quand même physiquement et on profite pour faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire aussi à la maison et prendre un peu plus de nouvelles de nos proches qu'on voit peu pendant la saison. Est-ce qu'on arrive à garder un esprit collectif dans une équipe comme la vôtre, Groupama FDJ bien sûr? Oui, on essaye au maximum, c'est vrai qu'on reste en contact tous ensemble, entre coureurs ou avec staff. Et puis sur les applications virtuelles, on essaye aussi d'organiser des entraînements collectifs entre nous pour garder un peu de lien social. Alors petite question Rudy, hier vous étiez dans cette course, vous avez remporté notre prix à nous, le prix du meilleur français de la course, voilà. On vous avez bien encouragé à la fin d'ailleurs. Quelles étaient vos sensations? Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience d'hier? Qu'est-ce que je retiens qu'il y a encore un petit peu de travail pour que ce soit vraiment au point et que chacun prenne du plaisir.
J'ai trouvé l'idée bonne, honnêtement, par curiosité, j'ai voulu voir ce que ça donnait et c'est pour ça que je me suis porté candidat au sein de l'équipe pour tester le virtuel. Après, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas l'effet d'aspiration et qu'on puisse pas rouler en peloton et vraiment reproduire la course. Je pense que c'est quelque chose sur lequel Rouvy travaille en ce moment. Oui. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans le futur parce qu'avec des bonnes améliorations, je pense que ça peut être un peu plus fun et ça peut être sympa si on peut au moins courir ensemble, mettre des attaques et faire vivre un peu plus la course qu'un simple chrono comme là, quoi. Oui, c'est-à-dire que ça s'est vraiment limité à ça finalement pour vous hier. Bah oui, clairement, chacun s'est mis à ses watts et puis il fallait gérer son effort. Il n'y avait aucune tactique, pas de placement, pas d'attaque possible, quoi. C'était vraiment un effort linéaire, donc ouais, c'est un peu spécial, un peu ennuyeux. C'est vraiment typé chrono et pas course, donc c'est ce que j'ai regretté un petit peu. Après, c'était sympa de voir aussi en direct les watts de ses adversaires. Je pense que ça peut être une évolution aussi pour le futur et voir en live sur les courses, pas virtuelles, mais en réel, d'avoir les watts en instantané pendant la retransmission. Je pense que ça peut être sympa aussi pour le spectateur. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe, de cette suggestion? Bah oui, bien sûr qu'il y a du travail à faire. Je suis d'accord avec Rudy. Je pense que l'idée est bonne, surtout en cette période de confinement. Il faut essayer de penser le vélo un peu différemment. L'idée de rediffuser du vélo à la télé aussi, ça permet d'avoir une visibilité pour toutes les équipes et pour les coureurs aussi. Donc l'idée est très intéressante. Maintenant, effectivement, je pense aussi que Rouvy est en train de travailler dessus. Mais oui, il y a quand même du travail à faire, des évolutions à faire. On parlait tout à l'heure du calibrage des entraîneurs. Peut-être que Rudy a plus d'informations à ce sujet-là. Est-ce que, Rudy, tiens, moi j'aurais une question. Est-ce qu'on sait si tous les coureurs ont la même marque, par exemple, d'entraîneur, et s'il y a un réglage précis de calibrage, est-ce que vous avez eu des réglages à faire et un calibrage précis à faire suivant le type d'entraîneur que vous avez à la maison? Oui, c'est vrai que c'est le souci actuellement. Chacun a une marque différente suivant les sponsors et du coup, il y a des grosses variations de calibrage. Moi, j'essaie de calibrer avant chaque entraînement mon entraîneur, mais je ne sais pas s'il est fiable. Je le compare à mes watts du pédalier et c'est vrai que c'est assez proche, mais je ne sais pas si c'est le cas des autres appareils. Quand je vois hier les moyennes en watts kilo de certains, c'est vraiment hallucinant. Je pense qu'ils ne sont pas capables de le faire sur la route. Donc c'est vrai que pour l'équité, c'est un petit peu dommage parce qu'on n'a pas le vrai classement à l'arrivée, quoi. Alors justement, qu'est-ce que vous avez retenu d'hier? Qu'est-ce que vous cherchiez finalement dans cette expérience? Je cherchais à m'amuser, voilà, avoir un peu de fun en cette période de confinement, un peu de confrontation aussi avec mes adversaires, et puis finalement retrouver un peu le goût de la compétition. Voilà, il y avait un peu de concentration quand même. Voilà, fallait se mettre aussi dans la tête de faire un effort d'1 heure comme ça, donc c'était vraiment bien actuellement, et c'est un très bon entraînement. Et Rudy, parmi les questions qu'on se pose, on ne va pas vous garder pendant 1 heure, hein, vous inquiétez pas, mais on se demandait hier quel était peut-être l'état d'esprit du peloton. Est-ce qu'il y a des interrogations? Alors je ne sais pas si vous pouvez vous prononcer vous, mais peut-être, certainement vous avez des contacts avec d'autres de toute façon, mais est-ce qu'il y a de grosses inquiétudes au sein du peloton actuellement, quant à la suite? On va dire que ça dépend des jours. Quand on voit l'annonce de la ministre hier, on passe un peu dans le négatif. Il y a eu ces excuses aujourd'hui, donc là on reprend un petit peu espoir. Mais voilà, on ne sait pas trop quoi penser. Un jour on y croit. L'annonce du Tour a fait beaucoup de bien, et puis quelques jours après on se dit que finalement c'est pas sûr qu'il y ait le Tour à 100%. Donc, voilà, là on essaye de patienter, quand même garder le sourire, l'optimisme, et puis essayer de continuer quand même à s'entraîner et puis d'espérer une saison et revenir avec un dossard avant la fin de l'année, quoi. C'est vraiment le but qu'on se fixe pour garder de la motivation tous les jours. Merci beaucoup Rudy. On imagine que vous êtes en train de regarder Stephen Kung, là bien sûr, qui est en train de faire une performance sous nos yeux actuellement. Ouais, bien sûr, il est parti fort là. S'il tient ça, il va jouer la gagne. Merci beaucoup Rudy, à très bientôt sur la chaîne L'équipe.
Allez, on retrouve Stefan Küng qui est toujours en tête, en effet, dans son garage. On le voit avec le maillot de la Groupama FDJ derrière. Michael Matthews est en deuxième position et puis donc le spécialiste de la piste, on l'a dit, du contre-la-montre également, Filippo Ganna, l'Italien qui avait remporté le prologue du Tour de la Provence il y a 2 ans maintenant. Le temps passe tellement vite, Christophe, qui est en troisième position dans la roue de Michael Matthews. Il cherche à s'abriter, mais déjà il est plus grand et puis surtout on est sur une course virtuelle. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Non, mais... C'est pour la blague. C'est bien sûr. C'est terminé. Pardon, j'ai oublié de rigoler. non, mais c'est oui. Rudy, c'était très intéressant d'avoir Rudy et d'avoir vraiment son point de vue, même si on en a eu d'autres. Je pense que voilà, les téléspectateurs maintenant ont un peu une meilleure vision de ce qui se passe et surtout de ce phénomène d'inspiration qu'on n'a pas du tout. Donc voilà, il n'y a pas de stratégie ou d'intérêt à rester derrière un coureur ou à lui prendre un relais ou à attaquer. C'est vraiment un effort qui doit être le plus linéaire possible sur 1 heure. Et en fait, c'est un peu ce qu'on a déjà expliqué hier, le fait que ce sera le coureur qui sera capable de maintenir son effort le plus longtemps possible jusqu'à l'arrivée qui l'emportera. Donc ce sera clairement le coureur qui sera le plus fort, mais aussi peut-être à voir après si au niveau des hommes traîneurs, s'ils sont tous calibrés pareil et si ils retransmettent tous la même puissance. Tiens, on a Matteo Dalcin qui s'est, alors j'allais dire incrusté, mais oui, concrètement sur votre écran, il s'est incrusté. C'est comme ça qu'on dit. En tout cas, il s'est intercalé entre Van Avermaet et Cavagna. Matteo Dalcin de l'équipe Rallye, bien sûr, Sackling, l'équipe canadienne continentale qui est ici. Tout comme l'équipe suisse nationale. Voilà ce que vous retrouvez aux côtés des équipes World Tour actuellement. Alors on aperçoit toujours Filippo Ganna. Alors j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure qu'il est très bon en contre-la-montre, très bon sur piste certes. Il a été champion du monde de poursuite à plusieurs reprises, individuellement et par équipe également. Puis il a surtout gagné Paris-Roubaix Espoir en 2016 et en solitaire, Filippo Ganna. C'est un coureur sur lequel on compte beaucoup, bien sûr, en Italie, qui est déjà chez Ineos. Ça veut dire quelque chose quand on est jeune et quand on est chez Ineos. Et là, pour l'instant, il est en train de prouver qu'il est peut-être dans les temps d'un Stefan Küng. Christophe, si on regarde ce profil, à quel moment est-ce qu'on sait qu'on va pouvoir tenir jusqu'au bout ou pas? Je pense que là, les coureurs le savent déjà. Je pense qu'ils savent déjà s'ils sont partis trop vite, s'ils ont encore la capacité de pouvoir accélérer. Je pense qu'ils voient bien où ils se situent dans la course et je pense qu'ils savent déjà. Par exemple, tout à l'heure, on avait Benjamin Thomas qui était parti en tête. Là, il fait plus du tout partie des 10 premiers. Voilà, je pense que Benjamin est peut-être parti trop vite. Et du coup, il a été obligé de temporiser un petit peu et de laisser partir les autres coureurs. Donc non, actuellement, je pense qu'un coureur qui est déjà à ce moment-là de la course au-delà de la 10, 12e place, il sait parfaitement qu'il ne pourra pas jouer la gagne parce qu'on est déjà sur un effort qui est déjà pas maximal parce qu'il faut encore le tenir une demi-heure, mais on est déjà sur un effort qui est quasiment maximal. Il est à 85 ou 90%, donc la marge pour encore pouvoir accélérer et augmenter sa vitesse et essayer de rattraper ceux qui sont devant nous, elle est très infime, elle est très faible. Donc là, à l'heure actuelle, là, on va bientôt arriver à la mi-course. Un coureur qui est déjà même là autour de la 6e place. Déjà 1 minute pour moi c'est déjà trop loin. On a un Rémi Cavagna qui vient de passer 7e à 1 minute 10. Je vois mal comment Rémi Cavagna peut aller chercher Stefan Küng à ce moment-là. Là, on est déjà clairement sur un schéma de course où pour moi la victoire va se jouer devant entre Küng, Ganna, Van Avermaet et Matthews, qui sont tous les 4 en 20-25 secondes. Si on aperçoit la place de Benjamin Thomas, là, vous le voyez, il est passé du côté de Boissenhagen désormais. Au-delà de la minute, pour moi, c'est déjà trop tard et ça veut déjà dire qu'on ne sera pas en capacité de pouvoir réaccélérer. Alors ça veut dire que vous êtes en train de gâcher une des questions que j'allais vous poser. Christophe, oui, il faut bien que ça arrive, il faut bien qu'il y ait des ratés en ce moment. Voilà, c'est une première pour tout le monde, une deuxième, mais ça reste une première malgré tout. On partait initialement avec des coureurs rouleurs, spécialistes de l'effort solitaire, de contre-la-montre, et des sprinteurs. Est-ce qu'il est possible de livrer un effort de sprint sur un home trainer? Ah oui, complètement, ouais. Complètement. Je voulais dire, est-ce qu'on peut faire un sprint en fait sur, bien sûr. En termes d'effort. Bien sûr. Après, ce sera peut-être un peu plus un sprint. Disons que le vélo bouge pas comme sur la route, donc on va peut-être faire développer un petit peu moins de watts ou quoi, mais bien sûr pour les meilleurs sprinteurs sur la route, je sais pas, un Arnaud Démare, enfin tous les meilleurs sprinteurs, on est suivant leur poids, on est à peu près entre 1500 et 1800 watts quoi. Sur home trainer,
Je ne dirais pas qu'on peut monter à 1600 ou 1800 watts, mais en tout cas, on peut s'approcher de ses meilleures valeurs. Et effectivement, si on pouvait faire juste un sprint, je sais pas, peut-être faire une course qui dure que 1 minute où tout le monde fait un sprint, et ben là, on verrait vraiment des grosses puissances et on pourrait avoir à ce moment-là les meilleurs sprinters qui s'en tireraient. Non, moi, je pense vraiment qu'on peut reproduire sur Home Trainer un sprint. Après, c'est pas la réalité parce que quand on se met en danseuse, le vélo ne bouge pas pareil et on n'a pas vraiment les mêmes sensations, les mêmes appuis. Mais en tout cas, oui, on peut quand même s'approcher. Assez stable pour pouvoir se donner autant que sur un sprint sur route. Oui, mais après, en fait, sur route, on a quand même besoin de ce mouvement de balancier du vélo quand on est en danseuse. Et ça, on ne peut pas le reproduire quand on est sur Home Trainer. Le vélo est fixe, c'est stable. Donc ça, on ne peut pas le reproduire. Mais après, oui, moi, je pense, si c'est pour répondre à votre question, que si on met un sprinter et un grimpeur qui fait peut-être 300 watts de moins en puissance maximum, on leur fait faire un sprint. Non, logiquement, c'est le sprinter qui l'emportera. Et c'est pas parce qu'on est sur un Home Trainer que toutes ces qualités physiologiques-là, elles n'existent plus, elles ne sont plus là. Non, quand on est bon rouleur, un effort d'1 heure sur Home Trainer, on sera bon rouleur. Quand on est sprinter, si on fait un sprint sur 30 secondes, on fera partie des meilleurs. Quand on est un grimpeur, si c'est qu'une étape de grimpeur, logiquement, on en revient un peu à la même chose, mais si tous les Home Trainers sont calibrés pareil, que tout le monde a le même matériel et tout, on aura les meilleurs grimpeurs à l'arrivée, c'est une certitude. Greg Van Avermaet, en tout cas, il souffre pour rester dans l'allure de Filippo Ganna actuellement. Et là, c'est Michael Matthews que vous avez à l'écran, l'Australien de l'équipe Sunweb, qui est carrément en danseuse. C'est peut-être le meilleur sprinter d'ailleurs de ces 4 qui sont en tête actuellement. Lui a une vraie pointe de vitesse, en tout cas dans ce qu'il nous a montré bien sûr au fur et à mesure sur la route. On aperçoit Rémi Cavagna, toujours dans ce top 10 actuellement 10e, qui va peut-être décrocher notre palme du meilleur français. Rémi Cavagna aujourd'hui. Stephen Kung est toujours en tête, en tout cas pour le moment de cette compétition. Intéressant de voir également finalement le mouvement. Là, on voit Michael Matthews qui bouge énormément sur le vélo. Déjà, il se relance avec la danseuse et autres, mais même au niveau des épaules, finalement, il y a beaucoup de mouvements. C'est beaucoup moins stable qu'un Filippo Ganna, notamment. Bien sûr, on voit qu'il est vraiment à l'ouvrage. Hein. On voit qu'il est vraiment à l'ouvrage, mais ce qui était intéressant, et ce que je regardais, là, vu on le voit pendant un moment, on a vu à un moment donné qu'il est passé sous un tunnel et... Oh là là, non, attention bon. au vent, ouais. Attention à... de la pancarte, ça aurait été terrible. Oui, il vaut mieux changer de caméra pour l'instant. Mais on a vu quand il est passé sous ce tunnel, enfin, visuellement, on le voyait à l'ouvrage et tout d'un coup, quand il a pris cette petite descente, on a vu certainement que son Home Trainer a réduit la résistance et de ce que j'en voyais, on voyait qu'il arrivait à alléger un peu plus son coup de pédale et ça lui a permis de souffler un petit peu. Donc voilà, ça fonctionne, ça c'est une certitude. C'est-à-dire que par rapport au relief proposé, au profil, l'Home Trainer s'adapte et met plus ou moins de résistance. Après, aujourd'hui, on est quand même sur un parcours très plat, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que la résistance, elle est quand même très très stable pendant tout le long de cette étape. On arrive presque à mi-course. En tout cas, Christophe, je dis bien presque parce qu'on y est presque, mais pas encore tout à fait. On n'est pas très loin. On aperçoit toujours donc Kung en tête devant Ganna, devant Matthews. Il y en a qui ont mis leurs petites photos et d'autres pas. Ils ne voulaient pas qu'on le reconnaisse, peut-être Stephen Kung, mais il suffit de marquer Kung quelque part pour qu'on sache que de toute façon, il faut s'inquiéter ou qu'il y aura beaucoup de concurrence. Tiens, le voilà, Matteo Dalsin, ça vous permet aussi de voir finalement le maillot de la Rally Cycling. Si vous ne l'avez pas vu l'année dernière, passer en continental professionnel. L'année dernière, elle n'avait notamment d'ailleurs disputé le Tour de Suisse. Il y a eu d'autres compétitions qu'elle a faites. C'était une équipe qu'on voyait aussi sur le Tour de l'Utah qu'on vous propose très régulièrement sur la chaîne L'équipe. Au mois d'août, évidemment, qui n'aura pas lieu cette année non plus. Il vous a fait sourire, Matteo Dalsin. Ouais, parce que je pense qu'il s'est vu à la télé et il a essayé de paraître plutôt pas trop mal, mais on voit quand même qu'il est... je sais pas s'il va pouvoir tenir comme ça jusqu'au bout encore. Et il m'a l'air déjà quand même bien à l'ouvrage et on l'a même vu devoir changer de vitesse. Voilà, il est obligé de se mettre en danseuse pour relancer un peu. Alors, clairement, l'effort a l'air quand même extrêmement intense. Je pense que la résistance, ça fonctionne bien et les coureurs, ce que je disais tout à l'heure, je ne pense pas que là, actuellement, ils savent s'ils vont pouvoir le tenir jusqu'au bout et je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient à ce moment-là de la course en capacité encore de pouvoir accélérer. Et on voit que Dalsin, il a quand même 1 km de retard par rapport à Kung. Les écarts commencent à être quand même assez conséquents.
Matteo Dalcin qui a été champion du Canada sur route en 2017 et qui a gagné des étapes sur les courses qui sont importantes sur le circuit nord-américain, notamment le Tour de Beauce et le Tour de Gila. Tiens, Stefan Kung qui est en sueur totale, mais ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure également, ou plutôt hier, c'est-à-dire les conditions également dans lesquelles on se trouve. Il est enfermé dans un garage actuellement, Stefan Kung. Ouais, donc je pense qu'il s'est mis à un ventilateur quand même, mais c'est vrai qu'après, je pense que... Même si là c'est lui qui est en tête, donc il me fait mentir, mais peut-être que ceux qui sont en extérieur ont quand même un avantage. C'est quand même un peu mieux d'avoir un peu d'air. On se sent quand même un peu mieux pour faire un effort aussi intense que celui-là. Après voilà, même les coureurs qui sont en intérieur, ils se mettent tous un ventilateur devant eux. Bien sûr, ils s'hydratent. Bien sûr, on boit pendant cette heure d'effort. Et donc voilà. Donc a priori pour Stefan Kung, ça n'a pas trop l'air ça a pas trop l'air de l'ennuyer d'être en intérieur et pour l'instant, même s'il transpire beaucoup, au niveau des performances, ça se passe pour lui très très bien. Allez, on va tourner une page de publicité, puis on va vous retrouver bien sûr sur la chaîne L'Équipe pour cette compétition qu'on est en train de suivre en direct sur la chaîne L'Équipe. Allez, de retour sur la chaîne L'Équipe. Stefan Kung est toujours en tête pour l'instant de cette deuxième course, pas étape. Il n'y a pas de classement général à la fin de Digital Swiss 5 que vous suivez donc depuis hier avec nous et en direct sur la chaîne L'Équipe. Actuellement, le rouleur est donc en première position et puis on aperçoit un petit peu derrière ce qui est en train de se passer. Toujours des noms des sprinters, bien sûr, qui étaient sur la start list de ce départ. On vous rappelle que la start list change tous les jours, que vous aurez notamment Romain Bardet, par exemple, demain sur cette compétition. Demain, on grimpera un petit peu plus qu'aujourd'hui. Tiens, on est en train de voir Michael Albazini. Juste avant, vous n'avez pas eu le plaisir d'en profiter. Nous, on l'a vu, il était en train de souffrir. On l'a vu dans les images du studio. Il était en sueur totalement. Michael Albazini, qui aurait dû donc, bien sûr, arrêter sa carrière à l'issue du Tour de Suisse 2020. Tiens, le voilà. On est de retour avec lui et sa cadence de pédalage actuellement. Alors qu'on suit toujours, bien sûr, la course sur le côté. Il est très chaud. Ouais, il est chaud et puis il a l'air dans le dur, déjà. Il est 38e, je crois, Michael Albazini actuellement. 38e, c'est ça que vous avez... Ouais. Ah ouais, bah ouais, 38e, bah voilà, aujourd'hui, il n'y aura pas de victoire d'Albazini sur ce Tour de Suisse virtuel. Je pense que là, c'est irrémédiable. Il est déjà beaucoup trop loin. Mais déjà, hier, celui qui était en studio, c'était Michael Schär, et de mémoire, il n'était pas dans les premiers non plus. Donc ça se trouve, je sais pas. Peut-être qu'il fait trop chaud dans leur studio et que pour la performance, c'est peut-être pas l'idéal. Bon, pour lui, tout va bien. Stefan Kung, on voit depuis tout à l'heure, pour l'instant, il arrive à maintenir un bon rythme. Il a toujours la même fréquence de pédalage. Pour l'instant, il paraît pas encore trop entamé. On a le sentiment que ça peut continuer pour lui. Allez, Philippe Ogana. Il s'est mis un peu en danseuse là pour se détendre un petit peu. On entend également, peut-être on va se taire à ce moment-là. La respiration, ça c'est une des choses qui manque, je trouve, aux retransmissions cyclistes. C'est très compliqué de retranscrire l'effort, en tout cas avec des sons, notamment de manière sonore. Et là, je trouve que ces plans le permettent. Encore en danseuse, Michael Matthews. Besoin d'essayer de se relancer un peu. C'est aussi ça la particularité du parcours d'aujourd'hui, c'est que comme c'est tout plat, on n'a pas de moment de descente. Donc le coureur est obligé de maintenir son effort tout au long de l'étape. Entre guillemets, on ne peut pas souffler sur une étape comme aujourd'hui. Et on retrouve Matteo Dalcin, le coureur de 29 ans, qui est chez Rally depuis 2017. Et Sylvain Dillier. Alors, il y a vraiment des attitudes différentes pour tous. Là, il cherche la motivation, j'imagine. Je pense qu'il essaie de rester concentré. Je pense qu'il voit, il voit les données sur son capteur de puissance et je pense qu'il essaie de rester concentré sur un objectif personnel qu'il a certainement dû se fixer. Ouais, il doit chercher des données là à côté en plus. Il faut appeler la voiture.
Il a besoin qu'on l'essuie. Il doit trouver le temps long, là. Il doit se dire, mais pourquoi on change pas de plan, finalement? Je peux plus, là. Ouais, deuxième de Paris-Roubaix en 2018, Sylvain Dillier, bien sûr. Chez AG2R depuis 2018, désormais, lui qui était chez BMC avant. Qui a remporté la Route du Sud aussi en 2017. Allez, retour avec Stefan Kung. Et son allure, sa démarche de rouleur. Christophe, évidemment, il n'est pas sur un vélo de contre-la-montre, mais qu'est-ce qui est parfait là dans son attitude? Déjà, on voit que depuis tout à l'heure, il arrive à maintenir son effort, même si là, pour la première fois, on l'a vu se mettre en danseuse. Donc c'est peut-être déjà un signe qu'il a besoin un peu de se détendre, peut-être de se relancer un petit peu. Peut-être qu'il commence à sentir un peu de fatigue, mais on voit, même si là, il n'a pas les mains en bas parce qu'il n'en a pas besoin, le CX n'a aucune incidence sur l'effort qu'ils sont en train de produire. Il faut rappeler ce que c'est le CX. Le CX, c'est le coefficient de pénétration dans l'air. Bien sûr, là, ça n'a aucune incidence puisqu'ils sont en intérieur. On est sur une course virtuelle. Mais on le voyait très bien calé sur son vélo, les mains sur les cocottes de frein. Et on voyait, contrairement à ce qu'on pouvait voir tout à l'heure avec Michael Matthews, ça bouge pas, comme on dit. Voilà, il est bien calé sur son vélo, il arrive à maintenir tout le temps une bonne fréquence de pédalage, même si, voilà, ce que je disais, on l'a revu se remettre en danseuse. C'est peut-être quelques signes déjà avant-coureurs d'un état de fatigue peut-être qui commence à arriver du côté de Stefan Kung, mais on voit ça sur tous les autres coureurs, hein. On a vu Ganna tout à l'heure se mettre en danseuse, on a vu Van Avermaet se mettre en danseuse, Matthews se mettre en danseuse. Donc voilà, je pense que pour tous ces coureurs, on ressent le besoin à un moment donné peut-être d'alléger un petit peu le coup de pédale et d'essayer de retrouver un peu un second souffle. Van Avermaet et Matthews, en tout cas, ne se quittent pas. Ça ne doit pas être évident, ça, finalement, non plus, dans le sens où c'est pas du tout comme une course sur route, donc on n'est pas en train de se passer des relais, etc. Mais en même temps, on sait qu'on est dans la même allure. Oui, c'est ça. Je pense qu'à la limite, c'est peut-être mieux pour eux, c'est peut-être plus intéressant pour eux, c'est que ça leur fixe un objectif. En fait, dès qu'il y en a un qui est en train de perdre un petit peu de distance, il sait qu'il faut qu'il essaye de relancer. Là, voilà, par exemple, il faut recoller à la roue de Matthews. Voilà, là, il sait qu'il va un peu moins vite que Van Avermaet, donc s'il veut essayer de jouer la 3e place aujourd'hui, il va falloir qu'il réaccélère un petit peu. Donc à la limite, lui, ça lui fait un peu plus d'objectifs qu'un Stefan Kung qui est devant et qui lui est juste dans son allure. Pour l'instant, il sait que dans cette allure-là, il roule plus vite que tout le monde. Mais voilà, il faut réussir à maintenir cette allure-là. Donc sa motivation à lui, elle est que personnelle en fait. Allez, on vous rappelle que Stefan Kung est pour l'instant en tête donc de cet exercice. On va appeler ça un exercice, c'en est un, devant Filippo Ganna, Greg Van Avermaet, Michael Matthews qu'on vient de voir donc en duo. Matteo Dalcin est 5e actuellement. C'est Mickey Scher, on n'avait dit pas de surnom, mais on a le droit de l'appeler Mickey. Michael Scher, bien sûr, qui est présent sur cette liste également en 6e position. Rasmus Stiller, le Norvégien, en 7e également. Et puis on aperçoit Max Walscheid quand même, qui est un sprinter, notamment pour l'instant, juste aux portes du top 10. Christophe, ça me permet de refaire un petit point peut-être pour ceux qui nous rejoignent, parce que c'est un peu le but également. On est là sur la chaîne L'équipe pour vous expliquer bien sûr comment se déroule le cyclisme, pour vous donner des clés tout au long de la saison, et puis là peut-être encore plus pour vous aider à suivre cette course qui est disputée par des coureurs en chair et en os, même si ce ne sont que les avatars que vous voyez actuellement à l'écran. Le profil, ça vous l'avez compris, tout en bas, le départ, l'arrivée, aujourd'hui c'est le même, Frauenfeld. Donc pour cette 2e étape, on voit les évolutions des coureurs. Tiens, il y en a un qui est arrêté, carrément, il y en a un qui a dû quitter le home trainer, qui est très loin en tout cas. Il y en a maintenant au départ, qu'on n'avait pas vu d'ailleurs, mais voilà, il y en a qui sont arrêtés en cours de route. Ça, c'est pour ce qu'on voit. On voit sur le côté, avec le nearby, donc la tête, en tout cas, on sélectionne un coureur et puis on vous montre qui est autour de lui actuellement. Là, vous voyez que Stefan Kung, donc le leader, a été sélectionné et que derrière, il y a tous ces coureurs qui suivent. Et tout en haut, Christophe, expliquez-nous. Tout en haut, tout simplement, là on voit que c'est Stefan Kung qui est entouré en jaune, donc le leader de cette course actuellement. On a les données en temps réel de Stefan Kung. Donc là par exemple on a 482, 472, 461, ça c'est ses watts en instantané. Donc ça c'est la puissance qu'il est en train de développer sur le vélo. À droite le 5,4, 5,5, voilà, enfin ce qui tourne entre 5,5 et 6 là, c'est son rapport poids-puissance, donc c'est ses watts.
calculé par rapport à son poids qu'il a défini sur la plateforme, son poids du jour. Donc c'est avec ça aussi qu'on arrive que le logiciel et la plateforme arrivent à jauger l'effort du coureur et à voir qui est en tête et qui ne l'est pas. Après, qui peut rouler vite et qui roule un petit peu moins vite. Après, vous avez en dessous, là on voit affiché pour Greg Van Avermaet 99, 100. Bah, ça, c'est sa fréquence de pédalage. Et à droite, donc c'est sa vitesse à laquelle il roule actuellement. Là, on est autour des 49-50 km/h pour Greg Van Avermaet. Donc voilà pour ces 4 données en haut à gauche. Ça, c'est vraiment des données en instantané, les données des coureurs qui sont en train d'effectuer en instantané. On aperçoit également le compteur, ils sont partis depuis un tout petit peu moins de 40 minutes tout pile désormais. Et vous voyez donc qu'ils évoluent toujours sur cette étape qui a été tracée des étapes. Oh, Greg Van Avermaet, qu'est-ce qui se passe? Alors on va se méfier parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Parfois les avatars s'arrêtent à ce moment-là. Non, il est toujours là. Il fallait bien basculer sur la vue. Il a même recollé à la roue de Michael Matthews qu'il est en train de dépasser directement. Je pense que des fois, il doit y avoir des petits problèmes de connexion. C'est pour ça qu'on l'a vu s'arrêter sur la route. Mais finalement, il n'y a pas eu d'incidence puisqu'il est tout de suite, dès que la connexion est revenue, il a tout de suite réussi à revenir à la même hauteur que Michael Matthews. Et on aperçoit que ce n'est pas la même façon de faire non plus parce que finalement, regardez Kung et Ganna tout en bas sur votre profil, vous le voyez, ils commencent à être dans une partie montante, évidemment dans un effort qui est un petit peu différent, même si on l'a dit en termes de dénivelé aujourd'hui, ce n'est pas très important. Christophe. Non, le dénivelé total sur cette étape est de 180 mètres. Après, effectivement, il y a des petits changements de pente au niveau de la topographie. On voit par exemple que Van Avermaet, là, il est dans une pente à 2,3%, 2,4%. Donc, voilà, mais après on est vraiment sur des faux plats et surtout qui sont pas très longs. Là, ça va durer 200 mètres, un petit faux plat. Voilà, on le voit tout à gauche, on regarde. Il y a un zoom justement juste au-dessus de la liste des coureurs. Vous le voyez, ça défile juste en haut. C'est ça. Et là, on voit par exemple que Stefan Kung actuellement, il est dans une pente à 3,3, voilà 0. Donc en fait, voilà, c'est vraiment une pente qui est presque, je dirais pas insignifiante parce qu'un faux plat. Pour les personnes qui font du vélo, on sait que ça peut avoir des conséquences, mais voilà, on n'est pas non plus sur des grosses pentes, sur des choses difficiles pour ces coureurs, et surtout ça ne dure pas longtemps. Il passait un voisin de Stefan Kung qui rentrait tranquillement pendant que Stefan Kung était en train de se disputer la victoire, bien sûr. On en est encore loin pour l'instant, mais il est quand même assez largement en tête, toujours devant Filippo Ganna. En tout cas, 500 mètres d'écart entre les deux. C'est faisable, Ganna? Vous l'appelleriez là? Actuellement, vous lui diriez oui, allez Filippo, c'est faisable. Déjà, je pense qu'il le sait. Et puis oui, non mais complètement. Il leur reste 10 km. Donc bien sûr que reprendre 500 mètres à un coureur sur 10 km, c'est faisable. Maintenant, il va quand même falloir, je pense, que Stefan Kung il craque un petit peu parce que je suis pas sûr que Filippo Ganna soit en mesure d'accélérer, surtout quand on voit sur la gauche les watts par kilo qui sont en train de développer depuis déjà un peu plus de 40 minutes. On sait qu'aujourd'hui, un coureur sur un effort d'une heure, s'il fait déjà 5,5 watts par kilo de moyenne, c'est déjà pas mal. 6 watts, ça commence déjà à être déjà une excellente performance. Donc voilà, on voit bien que tout le monde là, même dans les premiers, tout le monde est déjà sur son rythme de croisière. Donc moi je pense qu'hormis un Stefan Kung qui commence à fatiguer et qui n'arrive plus à tenir son allure, je pense pas que Filippo Ganna soit en mesure d'accélérer pour reprendre 500 mètres. C'est quand même énorme. Il est même en train de perdre du temps là actuellement. On voit après il y avait une petite partie légèrement descendante. D'ailleurs Stefan Kung en a profité pour se mettre en danseuse peut-être pour reprendre un maximum de vitesse à ce moment-là. Mais ça a un petit peu augmenté l'écart entre les deux hommes, entre le Suisse et l'Italien. On est de retour avec le duel qui est derrière entre Michael Matthews et Greg Van Avermaet qui passent concrètement des relais. C'est pas du tout possible, non. Physiquement. Mais leurs avatars font ça. Leurs avatars font ça, ouais. Je pense qu'ils sont en train de se jauger. Quand l'un passe devant, l'autre réaccélère un petit peu. C'est pour ça qu'il repasse devant. Et puis après, c'est à l'autre c'est le suivant qui réaccélère pour essayer de repasser devant. Ils sont un petit peu dans une petite guerre des nerfs, tous les deux. Mais en tout cas, ça va être intéressant. C'est que s'ils restent comme ça jusqu'à l'arrivée, on va peut-être avoir un sprint. On va peut-être avoir des coureurs qui vont nous faire un sprint sur leur entraîneur. Un sprint à deux.
Ah oui, mais visuellement, on aura quand même un sprint à 2 pour aller chercher le podium de l'étape du jour. Matthews a reperdu quelques mètres. En tout cas, il va falloir se relancer pour revenir à hauteur de Greg Van Avermaet. Toujours Matteo Dalcin qui résiste au groupe qui se constitue derrière avec Tiller, avec Charles, avec Bassett. Tiens, vous apercevez quelques-uns des sprinters qu'on vous annonçait. Donc Sam Bennett, on l'a dit tout à l'heure. Phil Bauhaus, bien sûr, pour Bahreïn. Également, ça s'est figé chez Jan Stannard. Et on est de retour avec Sylvain Dillier en très gros plan à chaque fois. Dans son salon. Pardon ? Il est dans son salon. Ah ben voilà. Enfin, je suppose que c'est son salon. On distingue une table à manger juste derrière lui. Et Greg Van Avermaet là, il fait pas semblant. Avec son magnifique vélo, bien sûr, de champion olympique. Et le champion d'Irlande, Sam Bennett. Oui, tous ces coureurs qui vont avoir à repenser leur saison, bien sûr, si elle démarre initialement en août ou en juillet. Je pense notamment à Filippo Ganna qui est actuellement deuxième, qui s'est rendu plus ou moins chez Ineos avec un double objectif. Et notamment parmi ce double objectif, les JO 2020 à l'époque, bien sûr, au moment de sa signature. Ça vous fait sourire. C'est le banc de musculation qui est derrière. C'est l'effort qu'est en train de produire Boasson Hagen. On sent vraiment qu'il y met du cœur. Et malheureusement, ça lui réussit pas pour l'instant, parce qu'on voit bien qu'il n'est pas du tout... quand on va revoir le classement, pour l'instant, il n'apparaît pas du tout dans les premiers du classement. Mats Pedersen, lui, a choisi de se mettre en extérieur. Et d'ailleurs, il n'a même pas pris son vélo de champion du monde, en fait. Oui, et derrière. En tout cas, il a bien les chaussures, pas de souci. Sur maillot cuissard. On retrouve Stefan Kung et ses voisins. David Chimolai, italien de Israël, Startup Nation, le sprinter. Qui a été pensionnaire, bien sûr, une équipe française, Frédéric Prison. A pas du tout la même attitude au niveau des mains. Ouais, lui, il a fait le choix de mettre les mains en haut. Je pense qu'il se sent plus à l'aise comme ça. Après, je pense que là, à ce moment-là de la course, on a peut-être déjà des coureurs qui ont renoncé peut-être à faire l'effort maximum. Peut-être que Frédéric Frison, notamment, il ne paraissait pas être dans une intensité maximum pour jouer quelque chose aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'on avait l'impression qu'il avait une attitude un peu plus décontractée avec les mains en haut du guidon. Contrairement à Stefan Kung qui lui continue son petit bonhomme de chemin, tout seul devant. Il continue à croître son avance avec Ganna, plus de 700 mètres d'avance, plus de 45 secondes. Et il reste moins de 5 km maintenant pour Stefan Kung pour rallier l'arrivée. On avait nommé tout à l'heure à peu près 50 secondes de différence entre Kung et Ganna, ce qui est déjà énorme, puisque tout à l'heure vous parliez de la barrière des 1 minute, mais on était à peu près à la mi-course. On imagine que désormais il va être difficile, en tout cas, d'aller chercher Stefan Kung. Donc toujours Kung devant Ganna. Van Avermaet Matthews, que vous retrouvez actuellement. Alors si on était en vraie configuration de course, Christophe, on se dirait attention à la pointe de vitesse de Matthews. Bien sûr. Là oui, clairement, normalement cette troisième place devrait tourner à l'avantage de Matthews s'ils arrivent ensemble. Après, attention, Van Avermaet, c'est quand même un coureur solide, c'est un coureur qui va aussi vite au sprint, donc c'est pas un pur sprinter, mais en tout cas c'est un coureur qui est capable d'aller vite au sprint sur des courses qui ont été difficiles. Donc aujourd'hui, au bout de presque 1 heure d'effort, on va voir un peu
physiquement, dans quel état de fraîcheur seront ces deux coureurs, mais on peut peut-être avoir une surprise. Hein. Peut-être un Matthews qui, depuis tout à l'heure, on a quand même le sentiment qu'il est quand même bien à la tâche et peut-être qu'il sera tout simplement un peu plus épuisé que Van Avermaet et il ne pourra pas développer sa vraie puissance maximale sur le sprint final. Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir ces deux coureurs, comment ils vont se départager sur la partie finale. Très impressionnant cet effort, cette respiration. On imagine que peut-être chez vous, devant votre écran, vous êtes aussi sur le home trainer en train d'essayer de reproduire cet effort, en tout cas d'essayer de le suivre également. C'est une course qui est accessible notamment aux fans a posteriori, c'est-à-dire qu'on peut la disputer juste après les professionnels. Et Valcha, il est toujours aux portes du top 10 pour l'instant, 15 secondes d'écart avec Docker qui est juste devant lui. Alors, on retrouve Filippo Ganna qui a fléchi un petit peu tout à l'heure, mais qui là pour l'instant arrive à garder 600 mètres d'écart avec Stefan Kung et surtout 480 mètres d'avance sur le duo qui est derrière lui. Oui, Stefan Kung qui a été champion du monde sur piste de poursuite individuelle en 2015. C'était à Saint-Quentin-en-Yvelines, sur le Vélodrome national. Et on aperçoit Michael Albazini en vignette, en dessous Stefan Kung et les Suisses qui sont bien présents et bien représentés, bien sûr, puisqu'on est sur des étapes du Tour de Suisse, des parties d'étapes du Tour de Suisse. On vous rappelle que Frauenfeld a été le départ du Tour de Suisse en 2018 notamment, avec pour premier maillot de leader Stefan Kung. Vous m'avez dit que ça comptait pas tout à l'heure, Christophe. Là, je crois que pour l'instant, il est en train de vous prouver tout le contraire, Stefan Kung. Et ça aurait dû être également le départ de l'édition 2020 de cette course qui n'aura pas lieu. Et toujours ce petit duel là, Van Avermaet, Matthews. Ah bah voilà, j'allais dire ça aurait été bien de les avoir, mais non, il nous manque Matthews quand même dans la vignette. Ça aurait été intéressant de voir les deux coureurs sur home trainer. Là, il faut que Van Avermaet ne grimace pas, parce que Matthews peut grimacer concrètement. Ah bah Matthews là oui, complètement oui. Lui il peut complètement il a pas du tout à se cacher. Matthews, c'est vrai que Van Avermaet là vis-à-vis de Matthews, il peut pas montrer qu'il est en difficulté. Oui, c'est aussi ça, bien sûr, le cyclisme. Allez, il est bientôt aux portes de l'arrivée. Il va bientôt être sous la flamme rouge, Stefan Kung, pour s'imposer certainement dans cette deuxième étape du Digital Swiss 5 que vous suivez avec nous jusqu'à dimanche. Les start lists changent jour après jour. Justement, demain, vous aurez Romain Bardet, notamment du côté de l'équipe AG2R La Mondiale, qui va se mesurer donc dans cet exercice. Allez, la flamme rouge, on la voit bien. On la voit bien, mais elle est verte. Non, il y avait des grosses flammes rouges sur les côtés. Ah, mais moi j'ai l'habitude du petit fanion au-dessus en fait. Je cherchais, bah oui, d'accord, c'est vraiment des flammes rouges en fait. Ça, il y en a 8 en fait. Je vais modifier pour Filippo Ganna. Je vois que ça vous a un peu, vous êtes chafouin. Ah bah voilà, on a vu. Les supporters en tout cas. Ouais, du côté les supporters et puis on voyait que même s'il était en intérieur, Stefan Kung il avait un ventilateur devant lui, donc voilà, on fait en sorte quand même d'essayer d'avoir le moins chaud possible. Oui, c'est ça, c'est assez trompeur même en termes de luminosité, c'est-à-dire que là on a l'impression qu'il est dans quelque chose d'assez sombre. On a bien vu que c'était assez clair devant lui. Toujours se méfier bien sûr des points de vue. Comme des avis d'ailleurs.
Allez, on va le porter jusqu'au bout. Stephen Kung. Toujours Ghana intercalé. Et bien sûr, ce qui va nous intéresser, c'est ce duel entre Van Avermaet et Matthews. Stephen Kung qui va donc passer sur la ligne d'arrivée. Il va lever les mains. Ah, il a fait un petit clin d'œil, bien sûr, au sponsor. Groupama FDJ, victoire donc de l'équipe française, victoire suisse aujourd'hui sur cette deuxième étape avec Stephen Kung qui a levé les bras du côté de l'avatar, mais aussi sur son vélo. Juan Dennis n'avait pas pris le risque de le faire hier. Filippo Ganna en deuxième position, bien parti, hein, bien sûr, pour prendre cette deuxième place. Et bien sûr, vous avez rendez-vous avec l'équipe du soir dans la foulée, avec Bernès, avec Christophe Lemaître également, Jeffrey Adélaïde que vous allez retrouver en invité. Il est important de ne pas stopper l'effort tout de suite, Christophe. On voit Stephen Kung là. Non, clairement, ce qu'on fait normalement, quand on a un effort aussi violent que ça, on enlève toute résistance sur l'entraîneur et bien sûr on continue à tourner les jambes. Ça permet d'éliminer l'acide lactique qu'on a accumulé pendant cet effort. On sait qu'on récupère quasiment 2 fois plus vite quand on continue un peu à tourner les jambes que si on s'arrête net d'un coup. Oui, les avatars s'arrêtent net par contre. Même si Ganna, j'ai l'impression que lui par contre il s'est arrêté complètement. Ouais. Il a complètement explosé. Il va reprendre. Voilà, il reprend tranquillement. Allez, Greg Van Avermaet qui est maintenant en course avec Michael Matthews qu'on voit pas. C'est dommage à l'image, mais en tout cas on l'avait tout à l'heure. Et Greg Van Avermaet est en train de se dire faut que je reste dans la roue de Michael Matthews. Mais regardez, il s'est mis en danseuse l'avatar. Il est en train d'accélérer. Michael Matthews, il veut la 3e place. Matthews, il est parti. À quelques mètres, ça va être compliqué. Même Avermaet, allez, regardez comme il est en train de sprinter sur son home trainer. C'est un sprint sur home trainer, messieurs, dames. Mais regardez, et non, ça va être Michael Matthews qui va prendre la 3e place. Sans surprise, hein, vraiment sur cette course, vu ses capacités en tout cas et sa pointe de vitesse. Et bien sûr, Greg Van Avermaet, le champion olympique qui est 4e, qui s'arrête aussi, hop, qui repart. Ouais, pour l'instant, on n'a que de gros rouleurs. Il est là, Matthews, il a tout mis. Hein. On le voit en haut à droite. Il a tout mis. Hein. Il a même du mal à reprendre son souffle, à repédaler, ne serait-ce que tranquillement. Est-ce qu'ils vont en parler ça, quand ils sont sur les routes? Ah oui, quand ils vont se revoir sur les routes. Septembre. Bien sûr, c'est sûr qu'ils vont en parler. C'est quand même l'image est quand même rigolo. Ils se livrer un sprint, ils se diront mais rappelle-toi, je t'ai battu sur le Digital Suisse 2. Non, puis l'image était quand même rigolote de voir un Greg Van Avermaet en train de sprinter, d'essayer de tout donner pour essayer d'aller battre l'avatar de Michael Matthews juste devant lui. Ah, et c'est fini pour Dalsin aussi. Et là, c'est une vraie performance parce que Dalsin est ici, mais regardez, Stéphane Bassett est juste derrière, c'est-à-dire 2 coureurs de l'équipe rallye qui sont arrivés aux avant-postes, en tout cas en devançant pas mal de World Tour, hein, donc il faut le dire, en tout cas les mêmes premiers coureurs de ces équipes World Tour. Plutôt pas mal pour l'équipe rallye, l'équipe NTT avec Rasmus Stiller. On a vu Kradek arriver aussi, Cher pour l'équipe nationale suisse. On attend Docker, on attend Walchild. Tiens, Boasson-Hagen est également encore là, aux portes du top 20. Il y a Matteo Dalsin qui a carrément quitté même, finalement, le home trainer. Je ne l'ai pas vu descendre de son vélo, mais effectivement, oui, il a carrément quitté le vélo. Et Walchild pour les sprinteurs. Hop, qui passe la ligne. Donc Juan Dennis hier, Stephen Kung aujourd'hui. Les rouleurs. Oui, sans surprise, ça. Sans surprise, non. Pour aujourd'hui, non, sans surprise. Hier non plus, hein, même si on sait que c'est le meilleur du monde actuellement sur les contre-la-montre, Juan Dennis, que hier on avait un parcours plutôt exigeant et difficile. On sait que Juan Dennis, il apprécie quand même la montagne, qu'il est plutôt bon grimpeur aussi, même s'il ne fait pas partie des tout meilleurs. Sur ce type de course et sur ces cols, notamment suisses, on sait qu'il est quand même très performant. Donc non, il n'y a pas de réelle surprise aujourd'hui sur les 2 vainqueurs. Les surprises sont peut-être un peu plus derrière, où on s'attend peut-être plus à voir des coureurs, et notamment les coureurs qu'on a cités au début. Voilà, on attend encore par exemple un Boasson-Hagen qu'on pourrait penser
un peu plus à l'avant, un peu plus pour intégrer le top 10. Pour l'instant, il n'est toujours pas passé la ligne. En tout cas, on a vu notre premier Français, Benjamin Thomas, qui va être aux alentours de la 22-23, je pense, au niveau des places, avec King Kung. Il y a un petit tréma sur le Kung, mais ça change beaucoup la prononciation en allemand. C'est Kung. C'est Kung, parce que là, il y a un tréma. Oui, demain, on se retrouvera à la même heure, 17h10. Tiens, Benjamin Thomas, le champion de France de contre-la-montre, qui n'a pas son maillot déjà parce qu'on est censé être sur une course sur route, bien sûr. Parce qu'en plus, on est avec des avatars. Qui termine 23e. Sylvain Dillier. Tiens, Florian Maître également, qui n'est pas loin d'arriver. Rémi Cavagna aussi. Juste derrière, Mats Pedersen et Rémi Cavagna également. Que l'Allemand Nico Denz qui est intercalé. Qu'est-ce qu'on étudie en tant que coureur quand on a passé une heure comme ça sur le home trainer Alors peut-être pas à se comparer puisqu'on l'a déjà dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on étudie ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Tout simplement, ils relèvent les données accumulées par leur compteur, ils les transfèrent sur leur ordinateur. Après, soit le coureur l'analyse lui, soit c'est son entraîneur, mais en fait on analyse tout simplement, on fait déjà une moyenne enfin ça c'est le logiciel qui le fait, mais on regarde la moyenne de puissance qu'on a été capable de développer. Après on regarde aussi la fréquence de pédalage. Pour une course comme aujourd'hui, il n'y a quasiment eu aucun changement de rythme. Donc on va rester, je pense, que sur des moyennes. Gratulation zu diesem Sieg. Das war ein harter Effort, man sieht es Ihnen an. Alors c'est en allemand. Wie haben Sie sich gefühlt unterwegs? Comment vous vous êtes senti selon la route? Ja, es war wirklich sehr, sehr hart, 1 Stunde Vollgas. C'était difficile sur une heure. Es war Heimspiel, weil die echte Strecke ist 1 Kilometer Luftlinie von hier weg. Daher musste ich die Ehre verteidigen, aber ja, es hat sicher sehr wehgetan. Der Heimvorteil, hat er wirklich gespielt? Ja, ich glaube schon, weil ich meine, ich habe mir hier ein gutes Setup eingerichtet. Hier ist schön kühl, mit Ventilator und alles. Ich habe die Strecke angeguckt, aber das hätte jeder auch machen können, das ist klar. Aber ich glaube, ein bisschen hilft es schon, wenn man auch die echte Strecke kennt, weil dann nur schon an den Bildern dann weiß man genau, jetzt geht's hoch, jetzt geht's runter. Und ja, mit dem habe ich schon ein bisschen gespielt. Wir wissen es, Sie sind nicht so ein Fan der Rolle. Hat sich jetzt das heute geändert? Nein, also ich kann Ihnen eins sagen, ich wäre viel lieber draußen gefahren. Heute ist wieder ein wunderschöner Tag. Weil für mich findet Radsport nichtsdestotrotz draußen statt, aber es war sehr cool. Oder ich glaube, es ist sehr cool, dass wir etwas bieten können. Und ja, wir haben schon Programme, die so weit sind, uns zu verbinden überall. Ich meine, wenn man das Podium anschaut, Filippo Ganna, der lebt in Italien, nicht weit der Schweizer Grenze, Michael Matthews in Monaco, Greg van Avermaet in Belgien. Das ist wirklich international und doch sind wir alle im gleichen virtuellen Rennen und ich glaube, das ist sehr cool und ja, ist definitiv ein Weg, ein bisschen Entertainment zu bieten in dieser Zeit. Ja, mit Ihnen als Gewinner, wir bedanken uns herzlich und herzliche Gratulation. Ouais, vous avez compris la fin. Il disait notamment qu'il était vraiment content d'avoir pu se mesurer de façon internationale à des coureurs qui sont en Belgique, notamment en Suisse également, tous réunis sur cette même course, donc pour pouvoir s'opposer les uns aux autres avec la victoire donc, de Stephen King Kung. Actuellement, on les aperçoit avec Greg Van Avermaet qui est toujours pour l'instant plutôt avec un clavier, là j'ai l'impression en ce moment. Sylvain Dillier également, puis il y en a qui n'ont pas encore terminé. Le rappel du classement aujourd'hui et les écarts, déjà ils sont importants ces écarts, Christophe? Ils sont importants, ils sont peut-être un peu moins importants qu'hier, peut-être dû au dénivelé du jour proposé qui était très faible. Mais oui, je trouve quand même que les écarts sont quand même importants et surtout qu'on s'aperçoit qu'en fait les coureurs qui étaient en tête au départ ont maintenu leur effort tout au long de cette étape et les écarts ont grandi tout le temps avec le même écart. En fait, il n'y a pas eu de réelle surprise. À la limite, notre seule interrogation, ça a été pour le sprint, de savoir si Michael Matthews allait être en capacité de pouvoir battre Greg Van Avermaet. Ouais, alors qu'on était en train de vous afficher la 3e étape demain. Ça va grimper. Demain, ouais.
on a vu plus de 1500 mètres de dénivelé positif. Donc demain, c'est une étape difficile, une étape pour grimpeurs. On annonce demain Romain Bardet. Donc on va voir si les grimpeurs sur ce type de plateforme, sur ces courses virtuelles, dans les étapes de montagne, arrivent à tirer leur épingle du jeu. Pour l'instant, face aux rouleurs, Stéphane Kung et hier Juan Denis, pour l'instant, c'est les rouleurs qui sont à la fête sur ce virtual Tour de Suisse. Ce sera le col du Nuffenen, demain, en dernier lieu sur cette étape, avec justement une victoire qu'on avait suivie l'année dernière. Alors, il faut remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que ce col était dans la dernière étape du Tour de Suisse l'année dernière, avec la victoire de Hugh Carty et le duel en deuxième lieu entre Bernal et Denis, bien sûr. Et ça avait été le tout premier col en fait de cette étape, donc le col du Nuffenen, qui sera présent demain avec des souvenirs, bien sûr. Tiens, regardez, voilà, justement, ça ce sont les images en chair et en os, en tout cas en versant et en neige, voilà comment on peut dire ça, et en lacet également, avec donc cette victoire de Hugh Carty. Ça avait été vraiment une belle étape, et puis surtout, finalement, on s'était régalé. Il y a encore de la neige en Suisse au mois de juin. Vous pouvez le voir de toute façon tous les ans sur la chaîne L'Équipe. Voilà, ça c'est pour le rendez-vous qu'on vous donnera donc à 17h10 demain pour cette 17h08 demain pour cette troisième étape. Et on va retrouver donc un concurrent. On vous l'a dit, il s'appelle Romain Bardet. Il sera au départ. Et regardez, puisqu'on vous a diffusé les grands exploits du Tour de France au fur et à mesure, ce sera demain pour retrouver Romain Bardet sur cette étape. À cet instant, j'ai envie de dire, l'orage est passé pour Christopher Froome. Oui, et puis il a géré la crise avec quand même une relative sérénité, je trouve. Il ne s'est pas affolé. Eh bien, l'exploit du jour, c'est aussi un des exploits du Tour. C'est l'attaque Adam Yates lâchée, c'est l'attaque de Romain Bardet. Romain Bardet, ce soir, sera peut-être deuxième du Tour de France. Ah, il revient Adam Yates. Il est en train de revenir. Cédric. Attaque de Nairo Quintana. Pardon, attaque de Porte, attaque de Quintana. C'est de la folie ici à 2 km. C'est de la folie, ça bouge de partout. On a vraiment affaire à un genre de feu d'artifice. C'est le 14 juillet, mais un petit peu après, Richie Porte, Nairo Quintana viennent d'attaquer Christopher Froome. Pour l'instant, l'écart ne se fait pas. Wouter Poels fait le travail. Regarde où est son patron, Fabio Aru, qui est à côté de Christopher Froome. Et l'Italien qui va accélérer, ça y est. L'Italien qui a légèrement accéléré, du coup Adam Yates a du mal, Cédric. Oui, Adam Yates qui était revenu un moment, mais vous voyez, sa fréquence de pédalage n'est pas bonne. Richie Porte qui est en tête, Nairo Quintana, on temporise. Je ne suis pas persuadé qu'un coureur soit supérieur. Nouvelle attaque de Fabio Aru qui essaie de revenir. Mais pour l'instant, c'est 4 mètres à peine. Ah oui, mais là on se marque entre Aru, Porte, Quintana, évidemment, c'est la lutte pour le podium qui est en jeu, et puis Meintjes qui essaie de se mêler à cette lutte-là, le coureur de la Lamprey, parce que Adam Yates en difficulté, ça peut l'intéresser. Et c'est le deuxième du classement des jeunes, Luis Meintjes. C'est bien ce qu'on avait dit. Il revient, Adam Yates, il est en train de revenir. On avait dit de la 2e à la 12e place. L'écart est total de 4,31. Alors du coup, il y a des possibilités pour tout le monde pour grappiller des places dans le top 10. Mais lui, il est en train de partir. Il est parti, il a pris un peu d'avance. Il est en train de partir. En tout cas, il est parti pour monter sur le podium. Alors gagner l'étape au BT, je pense que ça semble bien. Attention quand même, parce que Fabio Aru tente de sortir. Mais bon, il est bien. Très bien Romain Bardet, mais il est surtout parti pour monter sur le podium du Tour dès ce soir. Oui, mais c'est bien, il n'y a plus la distance pour revenir sur Bardet. 1 km de l'arrivée, 40 secondes, il faudrait qu'il ait un problème mécanique pour ne pas gagner cette étape. Ensuite, voilà, ça dépend de la défaillance de Mollema, ça dépend de la capacité à Adam Yates à pouvoir se ressaisir dans ce dernier kilomètre. Mais Romain Bardet est parti effectivement et pour gagner l'étape et pour monter sur le podium dès aujourd'hui. Et Bocco Mollema avec Alexis Vuillermo. Et Fabio Aru à droite de la haute. Le coureur italien avait fait rouler son équipe toute la journée. On est au kilomètre, cette fameuse flamme rouge qui avait fait tant de bruit avec la chute d'Adam Yates. On s'en souvient quand même. Le Britannique s'était bien remis de cette flamme qui s'était écroulée. Il essaye, il a envie, Fabio Aru, mais ne fait pas pour l'instant une vraie différence avec le peloton maillot jaune où Adam Yates a du mal à s'accrocher. Maillot jaune qui pioche.
On a rarement vu Christopher Froome dans ce style-là, à 1 km de l'arrivée d'une étape avec l'arrivée au sommet. On rappelle qu'il n'est pas sur son vélo. Il a dû changer de vélo après sa chute. Encore un problème de vélo pour Christopher Froome sur les routes du Tour de France. Il n'est pas sur son vélo, mais il est sur un vélo. Ça, c'est quand même important, mais il pioche. Regardez, il y a un tout petit trou qui est en train de se faire sur une nouvelle accélération de Fabio Aru et combiné avec Richie Porte et Nairo Quintana. Romain Bardet, tout près d'une nouvelle victoire d'étape sur le Tour, emmené par Alejandro Valverde. Quintana pour essayer de sauver les meubles, pour essayer de sauver ce qu'il peut. Et essayer de garder le contact dans la course au podium, fait rouler Alejandro Valverde. Il a 20 secondes d'avance sur Romain Bardet pour la 4e place, Nairo Quintana. Romain Bardet ici, parti pour, c'est sûr, de toute façon, il fait l'exploit du jour. Maintenant, il faut que cet exploit paye à tous les points de vue. La victoire d'étape, c'est presque fait. Mais en ce qui concerne le podium, eh bien, on va voir les écarts, mais il peut être 2e du Tour ce soir. On n'oublie pas de dire, Thierry, qu'il y a 10 secondes de bonification sur la ligne pour le vainqueur. Ça aussi, ça compte. Dans la course au podium, c'est important. Et Richie Porte qui a été distancé. Richie Porte qui a été distancé, Cédric. Richie Porte aussi en difficulté. Je vous le disais, les coureurs sont tous à la limite. Adamiel, c'est à l'arrêt, il va perdre beaucoup de comptes. Et Richie Porte aussi à l'arrêt. La première victoire française de ce Tour de France. Ici, au Béthais. Oui, bravo, le petit point levé à son directeur sportif, à Julien Jourdi, le sourire, l'exploit. Il a dynamité le Tour, il a enflammé le Tour aujourd'hui dans cette 19e étape, 146 km entre Albertville, Saint-Gervais-Mont-Blanc, l'arrivée au Béthais, l'exploit de Romain Bardet, première victoire de Romain Bardet sur ce Tour de France 2016, 2e victoire sur un Tour de France et surtout on va déclencher les chronomètres parce que Romain Bardet ce soir sera peut-être le dauphin du maillot jaune, les derniers hectomètres, 150 mètres encore, mais il a eu le mérite d'attaquer alors que certains sont tombés. Lui dans la descente, il a été vigilant, il a tenu sur le vélo, il a profité de Michael Cherel et maintenant c'est 100 mètres de gloire pour Romain Bardet, la première victoire française en 2016 sur ce Tour de France. Ouais, il faut s'arracher jusqu'à la ligne, Romain. Ouais, ça compte, toutes les secondes comptent. Allez. Ouais, Romain. Allez, il pense pas au classement général. Victoire française enfin sur le Tour de France. Nouvel exploit de Romain Bardet sur le Tour et 10 secondes de bonification. – 17h08 pour retrouver demain l'avatar de Romain Bardet sur son home trainer à la maison. Mais peut-être qu'il a une chance de s'imposer. Bonsoir Messaoud, je pose juste la question à Christophe et je reviens tout de suite vers vous. Est-ce qu'on peut voir une victoire? Il sera plus compétent, je pense. Est-ce qu'on peut voir une victoire de Romain? Normalement. On espère, quand on voit ces belles images de Romain l'emporter, on espère que demain, ce sera pareil pour lui. C'est une des interrogations de cette plateforme, voir si les grimpeurs vont pouvoir s'imposer. Aujourd'hui, on a vu un rouleur, hier, un rouleur-grimpeur. À voir demain. En tout cas, demain, c'est l'étape la plus difficile, donc ça lui correspond. Tout de suite, c'est l'EDS. Oui, mais quelle équipe quand même à G2R la mondiale. Hier, Yvelon qui gagne, aujourd'hui Bardet sur le Tour. Chapeau, vous êtes en forme en ce moment. L'équipe du soir, Claire et Christophe, avec une actualité qui se bouscule dans le monde du sport et du football en particulier. Il y avait un comité exécutif de l'UEFA aujourd'hui. Décision très importante, en fait, c'est une non-décision. L'UEFA qui n'acte plus la reprise de la Ligue des Champions en août, alors qu'ils étaient à fond sur cette option jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire une croix sur la Ligue des Champions? On en débat dans quelques instants avec tous nos chroniqueurs. Notre invité qui sera notre président, Jean-Pierre Bernès, l'agent ancien, dirigeant évidemment, près de 40 ans d'expérience dans le monde du foot. Eh bien, son regard et toute l'actualité avec lui, toutes les questions que vous vous posez. L'UEFA qui entretient le flou également. Si les championnats s'arrêtent, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout, on fiche tout au moment où les championnats se sont arrêtés ou pas? Où il y a des critères sportifs qui sont intégrés. Ils sont très très flous et ça va faire naître d'immenses débats, c'est sûr, d'ici la fin de la saison. Le Mercato Express, le zap du confinement et puis l'avenir de la Ligue 1 également. Est-ce qu'on doit changer de calendrier? Et puis Christophe Lemaître qui sera avec nous pour l'interview confinement également. Bon programme ou pas? Super. Pas mal. Belle émission. Alors vous restez avec nous, si vous voulez. Juste après un court jingle, moins d'une minute et on est ensemble pour cette équipe du soir spécial.